pour ce nouveau NBA First Talk saison 1 épisode 15. Ça va mes amis, ça va les gars sûrs, ça va Erwan, ça va Thomas? Écoute, ça va Erwan, ça va Thomas? Qu'est-ce qu'il y a? Erwan, oui, il a connu une soirée difficile hier soir. Aïe. Il fait mauvais d'être Marseillais en On ce est là lundi. pour parler de NBA, messieurs. Dois-je vous le rappeler? Regardez, il n'a plus son accent, il n'a plus rien qui appartient à l'OM. Si, on va pas renier ce qu'on est. Mais bon, on a vécu une soirée compliquée. C'est pas le moment. Merci en tout cas d'être vous toujours plus nombreux à nous suivre sur la chaîne de la First Team, que ce soit Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. On est là, on est présent, on est avec vous. Toutes ces émissions, voilà ce qui se profile d'ailleurs cette semaine sur les comptes de la First Team avec le First Day Show ce jeudi. Comme d'habitude, ça va être à nouveau exceptionnel avec l'ami Stephen Brun qui est dans les parages. On a le First Talk donc tous les lundis, le vendredi, le First Talk Foot, ce sera l'épisode 3. Et on attend vos commentaires sur l'actu également pour participer à l'émission. Aujourd'hui, au sommaire de cet épisode 15 du NBA First Talk, c'est la guerre entre Javalin McGee et Shaquille O'Neal par médias interposés. On va en parler et j'adore ça quand l'aiguille s'en prend au buffle. C'est de la folie. Non. Si. Allez, je crois que ça va focus. finir comme ça. En MMA. Également focus sur Brandon Ingram, le joueur des Lakers, the next big thing ou pas. On verra ça dans quelques instants. Accrochez-vous, c'est l'heure des news. Bryant on the move with the jumper. He got it! La première news du jour, on va du côté de New Orleans où finalement rien ne va plus après le transfert des mastodontes, les mastodontes réunis dans la peinture. D'un côté Cousins, de l'autre Anthony Davis. Que se passe-t-il à la Nouvelle-Orléans? La grève va être plus longue que prévu? Ouais, mais ça c'était un petit peu prévu. Ceux qui pensaient qu'ils allaient gagner tous leurs matchs, ça allait être. Peut-être un déjà. Bon, alors, faut commencer par. Honnêtement, on peut dire que le calendrier n'aura pas été super favorable non plus. Le seul match qu'ils ont joué à domicile, c'est face à Houston, qui est solide troisième de la conférence Ouest. Voilà, ils ont pris une énorme doudoune. Et puis, il fallait digérer aussi ce transfert-là. Après, à Dallas. Une doudoune ou une toutoune? Une doudoune. Une doudoune, on dit du côté de Marseille. C'est vrai? D'accord. Attention à ce que tu dis, mon ami. On n'est pas là pour parler de ça. Ils ont pris 30 donc face aux Rockets. Après, à Dallas, on pensait qu'ils pouvaient le prendre. Ils ne l'ont pas pris de manière assez décevante. Et hier, ils étaient au OKC, ils ont fait un pas si mauvais match que ça, mais c'était encore un petit peu court. Et alors, ton côté, Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette arrivée? Finalement, c'est toujours un bon choix, on maintient ce qu'on dit depuis le début? Bien sûr, c'est un bon choix. Il fallait bouger du côté de la Nouvelle-Orléans. Clairement, maintenant, il va falloir beaucoup de temps parce que dans une NBA, ils ont pris une NBA qui est pour les petits, qui est santé pour le jeu rapide. Aujourd'hui, on a besoin de courir et tout ça. Et ben, quand je vois DeMarcus Cousins qui remonte la balle et qui fait que du post-up ou Anthony Davis qui ne joue que sur post-up, je me dis qu'on est loin de la panacée, n'est-ce pas, messieurs? Il va falloir du temps et peut-être, même sûrement, un coach intelligent pour mettre des systèmes en place, pour mettre un système de jeu en place. Parce qu'aujourd'hui, c'est très simple. C'est du pick and roll pour du holiday qui a du mal à trouver sa place ou du post-up pour l'un des deux gros. Je pense qu'on peut proposer autre chose d'un point de vue du coaching. Alors, hier soir, on a vu dans la défaite à OKC qu'ils ont tenté des choses. On a vu DeMarcus Cousins un système. Ouais, ils laissent leur un peu le temps, Thomas. Ils ont mis un système. Ils ont mis un système en place, mais en NBA, 3 matchs, ça fait 3 jours pratiquement. Donc, laisse-leur un petit peu de temps. On a vu qu'Alvin Gentry a mis en place un système pour une relation de Marcus Cousins et Anthony Davis qui a bien marché. De Marcus Cousins posto avec Anthony Davis qu'on cherchait après un écran sur du flash ou sur du curl. C'était plutôt intéressant. Le problème, c'est que hier soir, de Marcus Cousins a eu un comportement encore une fois dramatique. Il a pris une technique au bout de 30 secondes. Il a pris 2 fautes au bout d'1 minute 30. Et il a été obligé d'être coaché. Donc après, Anthony Davis a dû s'en sortir tout seul, ce qu'il a fait parfaitement. Mais il va vraiment falloir que si les deux veulent jouer ensemble le maximum du temps, que l'autre se tienne un peu, il va être suspendu pour le prochain match parce qu'il a encore pris une technique. Juste comme ça, en un mot, ça peut finir mal l'histoire là finalement? Oui, ça peut finir mal. Les deux font des stats énormes. Oui, il y a un bon individuellement, ils sont là. C'est très faible. Hollis Thompson fait ce qu'il peut. Salomon Hill, pareil. Salomon Hill aussi. Maintenant, il va leur falloir un poste 2-3 un peu intéressant, un peu vraiment all-around. Autour d'eux. C'est deux machines. Hier, on voit qu'à un moment donné, offensivement, c'est indéfendable. Un coup, c'est Davis, un coup, c'est Cousins. En face, c'est OKC, où le secteur intérieur est plutôt costaud et vaillant. Il n'y a aucune réponse. Ils leur font la misère juste individuellement. Donc, avec des systèmes et un peu plus de travail, ça peut vraiment devenir une vraie Autour d'eux, arme. l'effectif, c'est un des plus faibles de NBA ou pas? Ouais, en fait, le truc, c'est que c'est très très faible. Donc, d'abord sur les ailes. Ensuite, Drew Holiday, c'est le mec qui était un peu important. Ça devait être le lien entre les deux.
il doit réussir à trouver les mecs et à tourner avec des hautes stats d'un point de vue des stats. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est à 10 points sur les 3 derniers matchs. Donc, depuis l'arrivée de Cousins, 10 points, 28%, 14% à 3 points, 6 passes, 4,7 rebonds, mais surtout 5,3 pertes de balles. Donc, ils ont besoin d'un meneur de jeu établi. Il a le talent pour Jrue Holiday. Il va falloir qu'il trouve sa place. D'ailleurs, dans les conférences d'après-match, tout le monde sait qu'il est important et qu'aujourd'hui, il ne sait pas trop où se jouer, où se placer par rapport aux deux autres. Il se dit, il faut que je donne la balle à l'intérieur et les laisser jouer parce qu'ils ont beaucoup de talent, c'est vrai. Mais il faut qu'il joue aussi son jeu, c'est-à-dire d'être agressif et de trouver des petites passes sur le pick and roll, des alley-oops, ce genre de trucs. C'est des réglages, honnêtement. Ça fait mais des réglages très importants. Très important. C'est pas que des réglages, je trouve. Tu vois, si, moi, je trouve qu'il faut mettre tout en place. Bah oui, mais tout en place, oui. Voilà, il faut arrêter. Les Pelicans, c'était pas une équipe qui était 6e de la conférence Ouest. C'est une équipe qui était au bout du rouleau. Il récupère. C'est des faits. Après, ça veut rien dire ce que tu me dis. C'est des petits réglages, grands réglages. Faut tout régler, quoi. Il y a tout à faire. C'est ça que je suis en train de dire. C'est des réglages. Il faut qu'il se non, mais là, pour parler du cas de Jrue Holiday, qui est meneur de jeu, il joue avec une star. Il se retrouve avec 2 stars sur un poste intérieur qu'il doit fournir. C'est des réglages pour lui. Il doit trouver aussi leur manière. Tiens, toi, t'ouvres comme ça. Tu veux la balle ici. Dans ces moments-là, quand tu cours dans l'axe, tu préfères l'avoir. Enfin voilà, c'est des réglages. Moi, malheureusement, je crois que c'est plus grave que ça. Tu vois. Non, je suis d'accord avec ça, un réglage. Non, mais le vrai gros problème, c'est Alvin Gentry et qui, à mon avis, va faire ses valises. Je sais même pas s'il va finir la saison. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas qu'un réglage. Moi, justement, mais réglages, là, tu joues sur les mots, en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout à faire. Oui, voilà. Ah, ok, d'accord. Non, mais si on est d'accord là-dessus, c'est bon. bon. Non, mais c'est un réglage, oui, tu joues sur les mots. Êtes-vous réconciliés? Non, jamais. Ce sera donc comme Javale McGee et Shaquille O'Neal. Autre news, une transition exceptionnelle entre nous. Javale McGee, qui est la tête de Turc de Shaquille O'Neal. C'est le pire, même pire que ça, depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années en effet. Alors Shaquille O'Neal n'a toujours pas décidé à se calmer avec lui, sauf que ça y est, Javale McGee a tweeté, il en a ras-le-bol, il a lancé un va de fer qui a choqué l'Amérique puritaine et ça a été sur tous les réseaux sociaux, ça a été repris. C'est va de fer, c'est bien explicite. C'est un va de fer, ça va, il y a même un émoticône. Ouais, mais Alors on en est où entre les deux? Ça va finir où? Un combat de catch à la WWE? Ce serait cool. Ouais, je pense que McGee il aurait du souci à se faire, même s'il doit être en forme physique, alors que mais si le Shaq t'attrape, je pense que c'est terminé. Un petit peu comme Donkey Kong dans Mario Kart, il va moins vite, mais s'il te touche, c'est fini. Maintenant, il a dépassé la ligne, Shaq. On l'aime beaucoup, il est marrant, c'est devenu un personnage de la télé et tout, mais là, clairement, il dépasse la ligne. Il a fait d'un mec, il a ridiculisé un mec. Et donc, mais sa réaction, elle est complètement. On a l'impression que personne lui dit. Elle est disproportionnée. Je crois que ses employeurs devraient lui dire, hey, t'es là pour parler des joueurs, pour analyser le match, on t'a fait une séquence chaque team full. Très bien, mais attention là, c'est vrai que comme tu dis une tête de Turc, à partir du moment où un joueur devient une tête de Turc, c'est toujours compliqué. Il est entertainer, Shaquille O'Neal, aujourd'hui, comme si on demandait à un comédien comme Julien Cazard dans le foot en France d'arrêter de se moquer des joueurs. Là, c'est la même chose ou c'est pas la même position? Il faut que ce soit aussi un bon esprit, c'est un bon. Alors Julien Cazard, c'est du foot avec Cheikh Diabaté, mais ça reste bon esprit, bonne ambiance. Sa vraie tête de Turc, c'est pas Cheikh Diabaté. C'est qui alors? C'est Jourdain. Moi, je peux te dire que Jourdain. Bien sûr, mais alors, par rapport à Shaquille O'Neal, c'est deux profils similaires ou alors en tant qu'ancien joueur, O'Neal, il devrait avoir le recul? Non, à partir du moment où il décide d'avoir cette séquence drôle que tout le monde adore, qui s'est formée aussi sur les performances de Javale McGee et qui méritait d'être raillé. Ces derniers temps, il mérite beaucoup moins. Il fait toujours quelques petites dingueries, mais ça fait partie du jeu, rien de grave. Il n'y a plus de balles en tribune, de dunk airball, ce genre de trucs. Donc aujourd'hui, c'est parti vraiment tête de Turc et dès que ça passe la ligne, donc les réseaux sociaux et les insultes, là ça devient grave. Et là je suis d'accord avec toi, Erwan, clairement. Là il y a des employeurs de dire arrêtez. D'ailleurs, alors là il y a un petit déclat qui vient de sortir. D'ailleurs, Kevin Durant, justement, exactement, Kevin Durant, il a cherché à calmer le jeu et on parlait des déclats par médias interposés. Lui, il a utilisé également les réseaux sociaux aussi pour le faire. Javale, il travaille très dur, il est venu ici, il fait très bien son boulot, il veut juste qu'on le respecte comme n'importe qui. Raison. Un extrait de ce qu'il a dit pour le défendre. Et alors il a pas glissé, il a des choses intéressantes. Il a remis en question que le Shaq aussi mettait des airballs, envoyait des bonnes bricasses au lancer franc, qu'un mec qui n'avait pas de move. Bon là par contre. Papa va revoir un petit peu les matchs quand même. Ouais. Alors c'est vrai qu'il était puissant, mais c'est un mec quand même qui avait vraiment des skills de haut panier. Maintenant, si on rentre dans ce concours de toi t'avais signé, c'est l'escalade là. C'est juste qu'au bout d'un moment, ça fait partie du jeu de se faire railler comme tu dis, mais là il a un petit peu grossi le trait. Maintenant, dès que Javale McGee fait ses lacets ou qui tombe par terre, on en fait un Shaquille full. Voilà, il y a d'autres choses à faire. Il n'a pas besoin Shaquille O'Neal de s'acharner sur Javale McGee, qu'il le laisse bien bosser et en plus il a bien rebondi avec les Warriors. Ça mérite aussi d'être souligné. Après l'explosion, la médiatique de ces histoires entre les deux, ça va se calmer ou à votre avis ça peut être encore pire? Ça peut pas tomber. Moi je pense que le Shaq est bien borné.
Ouais, c'est ça. Il a oublié aussi que le Shaq, ses débuts en tant que consultant ont été dramatiques et qu'il a complètement été coaché par sa chaîne TNT pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà. Ça s'est calmé, ça s'est calmé. Il a eu une déclaration, il a dit j'ai eu des ordres d'en haut, alors c'est pas Dieu, c'est pas truc, c'est sa mère. Sa mère qui a dit bon, là t'as un peu dépassé les bornes, il faut te calmer, Shaq avec Javel Magui qui est un gentil garçon et qui mérite pas ça en fait, finalement. Autre news, il y en a un qui va s'attirer les foudres des fans des Warriors, notamment. Il a été champion avec Golden State, Andrew Bogut, direction l'ennemi Cleveland. C'est le transfert dont tout le monde parle actuellement. Alors c'est pas encore fait, c'est pas encore fait. Il est encore sous contrat aux Sixers aujourd'hui, au moment où on en parle lundi après-midi. Et donc s'il négocie son buyout, donc ça va se faire, il signerait, c'est du conditionnel, aux Cavs. Et c'est quand même une nouvelle incroyable. Moi, de me dire qu'Andrew Bogut, donc l'un des visages des Warriors champions avec Steph Curry et tout ça, de me dire qu'il aille, un peu à l'image de Varejao l'année dernière, du côté de Cleveland, moi, ça me choque. Ça me choque. Maintenant, d'un point de vue du jeu, alors là, il faut l'accueillir à bras ouverts du côté de Cleveland. Bravo, merci, viens, c'est bien. C'est la pièce manquante, il ne sera pas starter, il sortira du banc, mais il va enfin avoir ce grand-là, qui va avoir un ancrage bas, ce qui est assez juste dans le jeu. C'est ce qui leur manquait. Les Cavs, il leur manquait un backup à la main, il leur manquait un pivot. En une semaine, ils ont réglé le dossier de manière… Sauf que depuis plusieurs mois, il ne fait plus rien, Andrew Bogut. C'est la grosse question, c'est le point d'interrogation. Pourquoi tout d'un coup, il se remettrait à jouer Son état physique peut-être, mais à Dallas, ça se passait très mal aussi. Je crois qu'il était blessé aussi. Il était blessé, mais ça se passait mal aussi dans le relationnel. Peut-être que lui, il n'a pas voulu insister non plus là-bas. Donc Andrew Bogut, c'est une bonne pioche. Sûr. Mais pour n'importe quel. Ah ouais, bien sûr. C'est une excellente pioche. Surtout que c'est un mec qui n'a pas besoin de jouer une demi-heure par match pour avoir de l'influence. On l'a vu avec les Warriors. Tu joues 15-20 minutes, tu es aussi influent qu'Andrew Bogut, mais à la place, c'est du pain béni pour les Cavs. Si vraiment ça se fait, dans l'optique des playoffs et dans l'optique de la conférence Est, c'est un super rapport. L'année dernière, en finale, il se blesse. C'est aussi un énorme tournant de ces finales-là. Absolument. Et donc il va là-bas pour choper un titre, parce qu'il aurait pu aussi aller à Boston, non? Boston, je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils ont un problème avec les pivots. Alors, ils ont des bons résultats. Ils gèrent plutôt bien leur franchise. C'est plutôt sain. Il y a des tours de draft, l'avenir et tout. Mais au bout d'un moment, les gars, il vous manque un tonton. Prenez un tonton. Je ne comprends pas ce qu'ils attendent en fait. Mais une fois de plus, quand ils vont se retrouver en playoff contre Cleveland, qui vont se faire sortir. Par Andrew Bogut peut-être. Par Andrew Bogut peut-être, qu'on va se dire. Je ne sais pas, de Marcus Cousins, ils n'étaient pas intéressés. Moi, je trouve qu'ils auraient dû essayer de creuser un petit peu plus parce que ça valait le coup de tenter. Ils n'ont pas voulu le faire. Ils ne sont même pas intéressés à lui. Pourquoi pas? Je peux comprendre sur le mec est un cassos. Bogut, il leur passe sous le nez. Nerlens Noel, qui était à côté à Philadelphie, est parti à Dallas. Qu'est-ce que vous attendez les mecs pour essayer de vous mettre sur un poste 5? Ils sont bien beaux vos choix de draft. Vous avez déjà des jeunes qui vous assurent un avenir. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il est où le problème? Ils n'ont pas les sous, ils n'ont pas les joueurs. Non, mais en fait, ce qui est dingue, et là, on est tout à fait d'accord, on ne comprend pas pourquoi ils ne vont pas le signer. On s'en fout, c'est sûr. C'est une pige finalement de 3 mois, ils ne vont pas le signer sur 10 millions la saison pendant 4 ans. Andrew Bogut, il est là, il est ouvert, il faut aller le chercher. Tu lui donnes, je sais pas, sur la fin de la saison, de toute manière, il ne va pas signer un gros contrat. Donc tu vas le chercher, tu lui proposes ce que tu veux, un bel appart, tu vois, non mais tu vois, j'en sais rien. Des cours à Harvard, j'en sais rien, il fait ce qu'il veut. Une Clio. Une Clio. Ouais, 3 portes par contre les gars. Mais je pense que c'est une énorme faute de goût de ne pas avoir pris un pivot. Parce que je reste persuadé, je le dis depuis des semaines, que les Celtics, avec un pivot correct, peut contrarier les Cavs. Le problème, c'est que le pivot qu'ils devaient signer, ou ils sont partis ailleurs, ou pire, ils sont allés chez l'ennemi. Parce que tu sais, il y a s'intéresser et tout, machin, peut-être montre un trait. Là, on parle pas de ça. Il faut un gars. Tu vois, il faut un gars, c'est pas on est intéressé, peut-être ça va se faire. Non, il faut un mec, il faut qu'Andrew Bogut, là il n'a pas encore signé au moment où on parle, vas-y, va le chercher, va prendre ta caisse. Jeune Petro qui est parti en D-League. Ouais, pourquoi pas. Alexis Aginsa, il aurait été parfait. Non, c'est pas ce profil-là qu'il leur faut. Non, mais alors attends, Alexis, c'est un mec qui peut rendre de vrais grands services, mais c'est pas ce qu'il leur faut. Lui, c'est un attaquant. Aginsa, il leur faut un tonton athlétique qui nettoie les cercles. Alors je vais vous proposer un autre tonton pour la dernière news. Des nouvelles, c'est un peu, je me calme un petit peu parce que c'est un appel à l'aide. Le Bostien des Blazers, Nurkic, il a eu un petit souci la nuit dernière. C'est la photo de la nuit dernière. SOS, appel à l'aide. Si vous êtes dentiste, manifestez-vous, on vous donnera le numéro de téléphone de Nurkic, car c'est assez important. Il a perdu 2 dents. Moi, j'ai un très bon dentiste vers Châtelet, s'il veut, on peut amener. Il va me mettre un superbe dentier, tu sais, avec les trucs comme mon grand-père. Et surtout que les mecs, quand ils perdent des dents de devant pendant la saison, ils ne peuvent pas se faire opérer parce que tu sais, ils ont tendance à prendre des coups. Donc, ils sont obligés de rester. On se souvient de Cole Aldrich qui était resté pendant 6 mois avec un chicot enlevé. Ça ne veut rien dire. Dans les news, on doit parler de Rip Hamilton également. Exactement, Rip ouais, Hamilton. qui vient donc d'avoir son maillot retiré dans la franchise de Détroit. C'était important pour la franchise de sacrifier, pas du tout, je sais, alors le mot me vient pas du tout, merci de m'aider. Non, en tout cas, d'honorer. Honorer. Merci les gars, merci de ton aide, Erwan.
Je parle pas français déjà, ça m'aide. Bah, qu'est-ce qu'il y a Non, mais c'était important pour la franchise de Détroit d'honorer l'un des maillons hyper forts et l'un des visages de la grande époque de Détroit, 2003 jusqu'à 2006. On en reparlera un peu plus tard avec les frères C'est un Wallace. plus grand visage Les Wallace, n'importe quoi. que l'ami Wax. Wax, il a pleuré pour ça, ton Ah bah avis vraiment qu'il a, c'est il a possible. pleuré. Donc on voit quand même un mec qui a taffé, c'était le meilleur scoreur à cette époque-là avec Chauncey Billups. Donc Rip Hamilton, c'est 18 points, 3 rebonds, 3 passes, un poste d'arrière qui prenait des écrans dans un système de jeu offensif très bien posé. Vas-y Aaron, je t'en C'est un prie. poste derrière qu'on ne voit quasiment plus en NBA. Très peu de dribbles, énorme utilisation des écrans et surtout un tir à mi-distance. Aujourd'hui, où le jeu est très axé sur le tir extérieur à 3 points, lui, c'était pas un mec qui shootait énormément à 3 points, il pouvait en mettre, mais il en prenait assez peu finalement par match. C'est un mec qui shootait à mi-distance. Et puis surtout, il a une carrière paradoxale. Il est champion universitaire avec Connecticut et Khalid El-Amin. Et j'ai dit quoi, Connecticut ou Yukon. Et en fait, il est, C'est la drafté, même chose, ouais. il est drafté par les Wizards. Ouais. Il est drafté par les Wizards. Et à l'époque, il y a un fameux Michael Jordan sur le même poste que lui et qui va lui faire un petit peu des misères malgré des stats tout à fait corrects chez les Wizards. On le voit sur le tableau. Il est barré par Michael Jordan et ça se passe très mal. La deuxième année, ouais. Un rookie qui arrive et qui dit, qui se fait emmerder par un mec de 40 ans. Même Jordan, il dit. Et du coup, il part et avec succès chez les Pistons pour finir de manière un petit peu plus moyenne chez les Bulls. Mais voilà, c'est un joueur à part. Rip Hamilton, 3 fois All-Star aussi avec les Pistons. Enfin, il Un a fait surnom partie. qui voulait dire Voilà. qu'il mettait des switches. C'était aussi important de. Et on de dire. s'excuse auprès de Rip pour cette photo, c'était pas la plus belle de sa carrière en Mais illustration. le masque le masque, faisait le partie masque, de lui, le masque, hein, bah ouais. Ouais, c'était lui, mais Ah je mais le ça préférais, faisait partie de je lui, le préférais regarde. avec les il cornrows. était quand même assez maigre et c'est vrai que c'est drôle parce qu'aujourd'hui il y a plus de mecs comme ça, oui, hyper Très peu. filiformes et que dans le tir à mi-distance. Aujourd'hui on ne veut plus voir, les coachs NBA ne veulent plus voir ces tirs qui rapportent pas assez en fait, qui sont pas de très haut C'est pourcentage. dangereux et c'est pas assez. Ça rapporte Non, pas bah, assez. exactement, Bah, ça rapporte pas assez. Aujourd'hui, Aujourd'hui, la preuve. Larry Brown quand même limitait des systèmes super C'était il y bien a 10 ans, léchés. hein. Il y avait, ouais, mais c'est. Est-ce que se priver de ce truc-là aujourd'hui, je sais pas si. Voilà. C'était un mec qui avait des vrais pourcentages autour de ça. Donc, quand un mec est fiable, mets-lui des systèmes aussi, quoi. Allez, c'est l'heure du focus. Les Lakers sont à la lutte pour la dernière place à l'Ouest actuellement. Pour autant, il y a peut-être une lueur d'espoir. Il s'appelle Brandon Ingram. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Brandon Ingram, le nouvel homme à tout faire des Lakers, peut-il sauver cette saison à nouveau hyper maussade? Alors je m'adresse en premier forcément à Thomas parce que les Lakers, ça lui tient à cœur. Ouais, ça me tient à cœur. Brandon Ingram est un joueur en devenir au possible. On le savait qu'il n'était pas prêt physiquement à arriver à dominer en NBA parce que quand tu as un numéro 2 de draft, bah, le but c'est de dominer très rapidement en NBA. Malgré tout, on lui trouve quand même des qualités dans un jeu offensif où tout le monde peut jouer. Donc aujourd'hui, Brandon Ingram, c'est 28 minutes de temps de jeu. C'est le rookie qui joue le plus cette saison. C'est un truc de fou. Il est à 8,3 points. C'est le 7e rookie. 4 rebonds par match. C'est le 4e. Et il est 11e à la passe. Donc c'est quand même un rookie. Malgré tout. Attends. Il en fait deux de passe, sans déconner. Tu peux prendre les vrais stats. Quel escroc celui-là. On dirait qu'il me vend une maison. Il me vend une villa alors que c'est une merde ton appartement. Mais il joue avec des peintres, il fait Il des est passes, 11e mais passeur. elles n'arrivent pas. Il est 11e meilleur passeur chez les rookies. Ça veut rien dire. Il fait 2 passes par match, ton mec. Arrête un peu. Mais moi j'aime bien Brandon Ingram parce que c'est des mecs dont on parlera bientôt et de manière très sérieuse. Oh là, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois ça dans une cuvée rookie catastrophique, ça je suis d'accord avec vous. Il empêche, c'est un gars qui est Dans fait une pour le équipe basket. catastrophique aussi. Dans une équipe Il fait des catastrophique. passes, mais il fait des passes. Le truc, c'est que dans cette équipe où tout. En fait, le problème, c'est que son équipe, là, tout le monde joue entre 25 et 28 minutes. Tout le monde peut mettre des points. Tout le monde peut faire des passes. Tout le monde peut prendre des rebonds. Donc, c'est normal qu'on parle de Tout le monde lui. perd des matchs surtout. Et tout le monde perd des matchs, c'est vrai. c'est Mais vrai. Brandon Ingram, donc faut le situer où aujourd'hui déjà, c'est quoi son poste? Parce que il joue un peu partout. Non, mais c'est évidemment un poste 3. C'est un poste C'est un 3, poste 3. de C'est par les. sa taille. On c'est le voit les mener la balle. Ouais, c'est les. Ouais, On ouais, va non, mais mener c'est le un peu jeu. ça, mais c'est les mecs, voilà, c'est un gars qui est fait pour le basket. Sur des options, sur des Non, options, mais il il joue peut à le jamais faire. meneur, mais il Boyton, fait sait partie le de faire. ces mecs. Les point forward, c'est un grand qui joue poste 3, qui défend sur les postes 3, qui a un jeu de poste 3, mais qui est capable de monter la balle, de prendre des pick and roll parce qu'il a le sens de la passe, il a le sens des autres aussi de faire. Tu vois, il y a par moment, il est là, bam, petite passe. Évidemment, si c'est Tariq Black qui attrape la balle, là, bam, perte de balle. Mais sur le principe, il a ce truc-là. Mais quoi. Erwan, t'es pas enchanté, c'est pas un futur grand? Je n'irai pas jusqu'à là, loin de là, mais je suis quand même surpris. Alors, ok, je veux bien croire au potentiel, mais on voit quand même chaque année des rookies très jeunes comme lui qui font qu'une année de fac qui sortent et qui mettent quand même des 15-20 points par match. Enfin, tu vois, Pas la première année. Wiggins, des trucs comme ça. plutôt Je sais pas, plutôt à 13. on le classe pas là-dedans. Wiggins, la première année, il est à 14, des trucs comme ça. Towns, il est Je sur pense le. qu'il arrive moins près encore. Ah voilà, Encore moins près. donc c'est pas, moi j'ai quelques doutes. Alors effectivement, je suis pour le sens du jeu, c'est ce qui risque, c'est ce qui me dit, il va y arriver dans le sens du jeu. Maintenant, Avec le est-ce- physique mais- extraordinaire voilà, aussi, maintenant, Erwan. mais non, est-ce qu'il va vraiment répondre à toutes les attentes énormes aux côtés
côté des Lakers, on sait que les Lakers sont très attachés à lui. Ça a d'ailleurs coûté le poste à Mick Kupchak parce que dans le deal que voulait monter Sacramento avec les Lakers, il y avait dedans Brandon Ingram. Ils n'ont pas voulu le lâcher, ils sont très attachés à lui. Donc c'est que quelque part l'entraînement, ils doivent lui faire des choses, mais pour l'instant, moi un rookie, alors ils sortent tous maintenant au bout d'un an, mais là 8 points par match. Dans un jeu d'attaque. Tu ne penses pas que justement les systèmes offensifs aujourd'hui, par exemple des Lakers, où c'est beaucoup de passing game et je sais pas quoi, tu sais par exemple, je pense à Devin Booker l'année dernière qui a mis des gros cartons dans la deuxième partie de saison. C'est parce qu'il jouait tous les ballons. Il n'y avait plus Eric Bledsoe, il y avait plus Brandon Knight. Tu regardes beaucoup de matchs des Lakers, est-ce que c'est quoi? C'est un scoreur? C'est un all-around plutôt? C'est clairement all-around. Mais tu vois, il a la capacité, il est vraiment, c'est un mec adroit, il aime le tir dès qu'il est tout seul, il va pas bégayer, tu vois. D'accord, ça on le sait. C'est un mec adroit, c'est un mec qui est capable de faire des passes, prendre des pick and roll, mais aussi, tu vois, je pense qu'à terme, il va pouvoir faire des post-up, il est très grand. Donc quand tu dis qu'à la Kevin Durant, quoi. Un peu à Kevin Durant. Ça veut dire à la Kevin Durant dans 4 ans ou dans 2 ans? C'est plus. En fait, le truc, c'est que la grande question, évidemment, c'est une question de temps. Est-ce qu'il sera prêt à mettre 15-20 points par match l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 6 ans? Ça, c'est une question à laquelle moi, je ne peux pas répondre. Je sais juste que d'abord, il doit se renforcer physiquement. C'est une évidence. Mon gars, il va à la muscu, mange de la viande. Il faut qu'il prenne un peu de poids. Mais une fois qu'il aura passé ce cap-là, comme beaucoup de jeunes en NBA, je suis persuadé qu'il sera performant. Et l'arrivée de Magic Johnson, en un mot, par rapport à des joueurs comme Ingram ou même Russell, les jeunes pousses des Lakers, ça peut qu'apporter un plus ou... C'est différent sur les jeux. Je ne sais pas s'il va avoir il va certainement passer leur faire un grand sourire, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si au quotidien, c'est quand même un mec qui est très occupé par ses business aussi. Ouais, moi je pense plus. Hein. Je ne sais pas s'il aura le temps d'être au bord du terrain. Donc les Lakers à nouveau un peu là-haut, on n'y pense pas. On n'y pense pas. Ils vont récupérer encore un bon choix de draft cette année. Ouais, ils vont se reconstruire avec la draft. Pour l'instant, peut-être un beau coup après sur la free agency. Pourquoi pas Paul George? On va en reparler. Justement, c'est l'heure du grand débat. Où vont les Pacers? Est-ce que le divorce est consommé entre Indiana et sa star Paul George? Wow, here we go. Uh-oh. He went right over Bryant. Ils sont 7e à l'Est, 30 victoires, 29 défaites, 7 défaites sur les 10 derniers matchs. Où vont les Pacers? Rien ne va plus. Est-ce que Paul George est vraiment ciblé? Est-ce qu'il y a un problème, Paul George, aujourd'hui aux Pacers? Bon, clairement, il y a un problème Paul George. Non, mais en peu de temps, puis ça s'est décanté en 2 semaines quasi. Nous, quand on les a croisés à Londres, il y a pas de problème, Paul George. Quand on les a croisés à Londres, il nous a confié des choses, il me semble. Think the Pacers can be on the top 4 in the East. The beginning of the season was so hard. What can you change? We had a shaky start. A lot of it was just us being a new team, a new group. It takes time to build chemistry and to get comfortable around one another and mesh. Now we're at that point where we're meshing fine. We're playing great basketball. We're playing defense. Offensively, we're moving it and sharing the ball. We've had a terrible start, and right now we're seated at 5th with a 5-game winning streak. So things are going up. Alors, c'est bien, c'est intéressant ce qu'il dit l'interview en entier. Tu as retrouvé toujours sur notre chaîne YouTube. Hein, ça s'affiche. Ça mange pas de pain de faire un peu de promo. Là, à ce moment-là, donc, comme il dit, début de saison très compliqué. Ça allait beaucoup mieux quand on les a vus à Londres, sauf le match en lui-même où ils ont été dramatiques. Mais ils étaient en train de se remettre à jour. Et là, il y a eu les trades sont arrivés. Et puis, il y a cette rumeur, comme quoi Larry Bird a lâché même, c'était plus qu'une rumeur. Paul George est dispo pour des trades. Je suis à l'écoute, les gars. Nous, on va reconstruire autour de Miles Turner. Mais quand il n'a pas 35 ans, Paul George, il n'est pas blessé. Il n'est pas blessé. Il n'y a pas de fumée sans feu, voilà, c'est vrai. Donc, au bout d'un moment, c'est qu'il entend ça, lui, et forcément, boum, ça te plombe. Et du coup, derrière, alors on sait qu'en plus, quand on l'a rencontré, il est très attaché aux Pacers. De la manière dont il en parle, ça se sent, ça se voit. Et je trouve que c'est un vrai désaveu de la part de Larry Bird de dire moi, je suis prêt à écouter les offres autour de Paul George. Donc, grave erreur de com de la part des Pacers là-dessus. Ils se sont flingués à la fin de saison. Malheureusement, alors la fin de saison, c'est un peu tôt pour en parler, mais ce qui est vrai, et là je suis d'accord avec toi, que c'est une erreur de com. L'erreur de com, elle arrive à partir du moment où ton équipe ne va pas très bien, mais en plus tu déclares ça et tu fais pas le trade. C'est ça qui est dingue dans cette histoire, c'est qu'il y ait des rumeurs, ça fait partie de la NBA. Maintenant, quand je vois l'équipe, les performances de l'équipe, de Paul George, juste en soi, on se pose le problème de est-ce qu'il y a un problème? Moi, il y a un truc qui est important et que tu as dit, Erwan, c'est qu'il est très attaché à la franchise des Pacers. Il se trouve bien à Indiana. Il n'y a pas trop de Knight, mais bon, finalement, il est cool. C'est ce qu'il laisse paraître. Après, on n'est pas dans les petits papiers, on ne va pas se mentir. Mais c'est ce qu'il laisse paraître. A priori, c'est ça. Donc, quand on dit que quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a un problème. Malgré tout, la saison n'est pas foutue. L'avantage de la conférence Est, c'est que tu peux te remettre très rapidement en enchaînant les victoires. Ils ont quand même une bonne équipe, même s'ils voulaient bouger d'un point de vue des trades. Je me dis que si
la saison, ils se remettent un peu à gagner, ça peut aller rapidement, vous savez très bien comme c'est dans le sport, eh ben, il n'y aura pas de problème pour finir cette saison-là. C'est là où moi je suis beaucoup plus mitigé que toi, c'est qu'ils ont fait un départ compliqué, ils s'étaient remis à jour, et là j'ai l'impression qu'ils sont encore obligés de repartir à zéro, de reconstruire, de se relancer. Ça fait beaucoup. En une seule saison, il y a un nouveau coach qui est arrivé. Je n'ai pas l'impression que ça matche des masses avec ce qu'attendait Paul George, qui a connu quand même Frank Vogel dans un effectif où ça défendait très fort. Il est peut-être là, le fusible, Erwan, le coach. Moi je crois, le fusible pour Larry Bird en tout cas, donc le chef des opérations basket, c'est pas le coach que Larry Bird a mis en place, c'est Paul George qui peut, si on veut construire autour de Miles Turner, peut-être choper des choix de draft intéressants très haut pour construire autour de la jeunesse. C'est clairement, je te dis, c'est un désaveu très fort et certainement trop fort. Et aujourd'hui, Paul George, il fait attends, moi tu me respectes pas comme ça, parce que c'est ça. Ah ouais, mais clairement. C'est la star, mais en parlant justement de Miles Turner, il y avait une vidéo qu'on avait diffusée à l'époque au moment où vous étiez à Londres. Al Jefferson qui nous avait fait comprendre très clairement qu'il ne pouvait pas blairer Miles Turner. Ça veut dire que là, en annonçant Miles Turner, c'est le futur de cette franchise. Ils sont. Après, il y a eu c'est il y a eu pas un vrai fini. problème. Miles Turner est un futur grand pivot de la ligue. C'est un mec qui a tout en magasin. Je comprends qu'on puisse construire sur des pivots. De toute façon, dans le basket moderne ou à l'ancienne, un grand pivot fort, basketteur, tu pourras toujours construire dessus. Là-dessus, on n'a aucun doute. Maintenant, c'est bizarre de dire on veut construire autour de quelqu'un, de ne pas essayer de construire un duo. Pourquoi Comment Ça Larry peut- Bird a-t-il surtout- pu faire une faute de com à ce Mais- point-là? mais C'est pas possible à Ce qui est dingue, imaginer. c'est que tout au long de la saison, vous vous souvenez qu'il y avait déjà eu un moment, quelques rumeurs il y a 1 ou 2 mois en disant oui, peut-être que Paul George et les histoires de contrat, et finalement Paul George, ce qui va vraiment nous faire gagner, est-ce que c'est l'équipe autour? Parce qu'on disait aussi, juste avant la trade deadline, que c'était soit Paul George qui partirait, soit il bougerait du monde autour. Al Jefferson était dans les tractations et tout ça. Donc finalement, ils n'ont pas bougé. Et moi, c'est là, c'est important, l'erreur de com de Larry Bird, c'est qu'il n'a pas bougé. Moi, je ne comprends pas qu'on ne bouge pas. Tu ne peux pas lancer on est dispo pour d'éventuels trades et finalement ne rien faire. On sait que ça a discuté de manière très appuyée avec Boston. Boston qui a pensé peut-être, pourquoi pas mettre le choix de draft de Brooklyn avec les Jalen Brown, les Jake Roder et tout ça. Moi j'aurais aimé que Boston le fasse, mais visiblement, c'est Indiana qui n'a pas voulu, qui a été trop gourmand. Donc là, c'est clair, net et précis que dans les mois à venir, ils vont bazarder Paul George. Moi, j'y Ça- crois plus. oui, Alors, il peut y avoir un retour. le trader, en tout cas, après, je pense que Paul George n'ira pas dans n'importe quelle équipe, ça c'est sûr. On ne retrouvera pas au Brooklyn Nets, ça, je te l'annonce tout de suite. Après, c'est Ou alors, un trade, ça serait une T'as pas énorme le choix, surprise. Ouais, Oui, non, mais enfin, oui, bon, bien sûr. Après, ils n'ont pas grand-chose à proposer non plus. On voit ses stats en saison. C'est mine de rien, Thomas, c'est ce que tu me disais en début d'émission, alors quand on l'a préparé plutôt. C'est sa deuxième meilleure score, son deuxième marque au scoring en saison, en carrière. Donc voilà. Il Après, reste hyper influent, il est- moins de rebonds, des pourcentages un peu suspects par moment. On le sent. Sur les derniers matchs qu'on a vus des Pacers avec Tom, on le sent un petit peu Cuit entre ailleurs. Ouais, un peu ailleurs. Il a des coups de chaud, puis des fois il disparaît un petit peu du match. On le sent très nerveux. Il s'est fait expulser il n'y a pas longtemps. Il a dit d'ailleurs, c'est parce que la NBA est soft aujourd'hui que j'ai été expulsé. Voilà, je pense juste comme ça. N'oublions pas que c'est un mec qui a quand même connu des vrais combats avec les Pacers face au Heat de LeBron James à l'époque. On fait des finales de conférence. Ils ont d'ailleurs perdu 4-3 une année. Ils n'étaient pas loin des finales NBA. Il a peut-être besoin d'un nouveau challenge. Ça fait quelques années qu'il est là-bas. Il a fait toute sa carrière pour l'instant là-bas. Il a peut-être besoin lui aussi d'un nouveau challenge et de laisser la place. Voilà, pour moi, je pense qu'il Peut-être la fin faut d'un qu'il se barre. cycle et une routine qui s'est Faut qu'il installée. se barre. Il est en fin de contrat 2018. 2018 quoi, 2019, il a une player option en 2018, donc on imagine qu'il va l'utiliser, donc on peut dire fin de contrat 2018, mais il a des envies d'ailleurs et il a raison parce que je pense qu'il a fait le tour là-bas, il a fait le tour. Et quand ton GM, ou enfin quand ton président des opérations basket te met sur la trade deadline en général, En Et général. justement par rapport à sa fin de vie aux Pacers, on en vient aux Lakers forcément. Ça rime. Et lui, il a envoyé des signes pour dire que ce serait son club de cœur. Alors, ce qui est Son vrai et club que du tout futur. le monde sait, c'est que lui, je ne sais pas s'il est natif de là-bas, mais en tout cas, il vient de Los Angeles. Il est fan des Lakers. Il y a plein de joueurs qui sont fans des Lakers, mais lui, il est très attaché. Il est très attaché. Et dans ses déclarations, aussi, mais je veux bien qu'il vienne pas jouer chez nous par contre. ils sont des Parisiens fans de l'OM, Ouais. ça arrive. Ouais, ouais, mais Ils sont souvent sur le terrain. Et les fans de Paris qui jouent à Qui l'OM, viennent ça plus jouer arrive. chez nous, beaucoup moins, de moins en moins. Et il est très attaché, ça c'est une vérité. Et ce qui est dingue, c'est dans sa com, là avant la trade deadline, il aurait dit plutôt que soit il était transféré dans un contender immédiat, donc Boston, pourquoi pas, ça lui viendra à l'esprit, soit personne à l'ouest, à cause des Warriors et des Spurs, sauf le cœur parle aux Lakers. Donc évidemment, les Lakers, apparemment ça a discuté, ils ont dit on va pas tout bazarder pour lui, ce qu'on peut comprendre.
Surtout quand on sait qu'en 2018, il pourrait venir pour rien finalement. Il y a un mois, vous étiez avec lui à Londres. Il n'avait pas du tout ce point de vue-là. Aujourd'hui, on sent qu'il est en rupture avec Indiana. Est-ce que dans un mois ou au moment des playoffs, on peut considérer que peut-être que tout sera réglé? Il faut que Larry Bird soit bon. Ce qui est sûr, ou ça laissera une c'est trace. que si les Pacers ratent les playoffs, c'est dramatique pour la franchise, on va pas se mentir. Ils sont 7e aujourd'hui. Ouais, mais ça va être compliqué. Là, on sent qu'ils sont sur la pente descendante. Ils lâchent des Il n'y a matchs. personne qui est derrière qui pousse aussi, tu vois. Donc, Et je te dis, moi, je pense qu'il a pas accroché après le départ de Frank Vogel avec le nouveau système mis en place par Larry Bird et Nate McMillan. Il n'a pas accroché, vraiment. Je le sens pas épanoui. Il s'éclatait beaucoup plus sous Frank On Vogel. va réagir aux commentaires que vous avez postés sur le compte Facebook de la First Team. On vous remercie d'être toujours plus actifs avec nous. Mohamed Sarr qui nous dit non, le divorce, c'est plutôt non. Je pense que si Larry Bird avait voulu reconstruire une équipe autour de Miles Turner, il l'aurait fait, il l'aurait échangé. La période des trades est finie. Trade, TRA, enfin. Et surtout que Paul George est une star et que toute l'équipe le veulent. Donc il nous dit non, il n'y croit pas trop à cette histoire finalement, peut-être inventée par les médias. On a Coco9 aussi qui a posté un commentaire sur Twitter. Qui est beaucoup plus chaud, Qui est à l'inverse, ouais, beaucoup plus chaud. C'est la cause de la chute des Pacers. Il bouffe la balle, il prend des shoots très compliqués, il fait très peu de passes. Que 3 de moyenne, il faut qu'il se fasse transférer. En gros, c'est un grand dégage. C'est une erreur de ne pas l'avoir tradé avant la deadline. C'est intéressant. Là, il va loin. Non, mais il va loin dans le dégage parce que n'oublions jamais ce qu'un joueur a fait pour une franchise quand même et vice-versa. Parce qu'on sait que Paul George a une blessure horrible et que la franchise a tout fait pour le remettre en selle. C'est un message de fan. Voilà. Après. Je résume sa pensée. Mais moi, je te dis, non, je pense que ça sent vraiment le point de non-retour. Clairement, ça sent le point de non-retour. Et quand tu dis à ta star, mais en fait, je vais reconstruire avec lui à côté de toi, donc je vais voir ce qu'on m'offre pour toi. Moi, je vois pas comment il peut le récupérer. Peut-être, mais attends, moi, ça m'intéresse ce genre d'avis parce que finalement, on l'entend très rarement. Aujourd'hui, Paul George, c'est le visage de la franchise. Paul George est la star. Paul George est celui sur lequel l'équipe se construit. Quand je vois ce genre de commentaires qu'il y a 2 ans, et quand il revient de sa blessure, personne n'aurait osé dire un truc pareil. On parlait de lui pour être MVP. D'ailleurs, dans l'interview, il pense au MVP. Quand je vois la saison actuelle, les rumeurs, donc, c'est quelque part le fait que ça marque une certaine rupture et avec les fans aussi. Peut-être que les fans en ont marre. Les fans en ont marre. Tu sais qu'il fait une saison correcte, on l'a vu au niveau des stats, mais il a des matchs où il passe complètement au travers, il a des attitudes dramatiques, et à Londres notamment, on l'a vu, et de près pour le coup, il était mais complètement absent, pas concerné, et avec Nate McMillan, il n'y a aucun regard, pas un check et tout, et il ne le sort pas du match, il le sort si dans le 4e quart-temps quand il y a 30 points d'écart, mais voilà, je pense qu'il y a un vrai mal-être que Paul George, plus profond que ce qu'on imagine. Aujourd'hui, c'est une star. C'est un mec qui vend des maillots, c'est un mec qui a une aura, qui est sur les réseaux sociaux. Qui est jeune aussi. Qui est jeune, mais en fait, lui, il parle de MVP, mais il en est très loin. Pas tant que ça. Non, mais en fait, l'année dernière, on s'était vraiment dit, tu te souviens, même avant sa blessure, il fait 3-4 mois où il est incroyable, puis il s'effondre. L'année dernière, c'était un peu le même schéma. Alors, on pense qu'il a le potentiel MVP. Vraiment, il les a en lui, un jour peut-être. Mais il lui manque quand même cette régularité dans la deuxième partie de saison. C'est important. Et on n'oublie pas que sans un système très très fort autour de lui, donc celui de Frank Vogel, avec David West, avec Roy Hibbert, eh ben, l'équipe gagne beaucoup moins de matchs. Alors lui, il garantit une place en play-off chaque année sur son seul talent à l'Est. Ce qui est énorme. Ils sont peut-être 15 à pouvoir le faire en NBA et je vais très loin. Mais peut-être il lui manque peut-être ce petit truc pour être un MVP. 21 points de moyenne, c'est pas non plus fou. Mais de toute façon, sa saison, même si ses stats sont corrects, on est loin du potentiel du bonhomme. Moi, je pense qu'il a besoin d'un nouveau challenge. Il n'a pas du tout adhéré avec le virage pris par les Pacers. C'est la star qu'il aille voir ailleurs. C'est pas grave, il y en a d'autres qui l'ont fait, qui ont su se réinventer. Est-ce qu'à cause de sa blessure, ça a pu quand même tout freiner au point d'empêcher? Non, parce qu'il était bien revenu. Non, la blessure, c'est passé. Non, c'est vraiment que là, ça ne marche plus. C'est un couple qui ne s'aime plus. On a un message aussi d'un fidèle de l'émission de la First Team et des comptes sur nos réseaux sociaux, Benoît et Raymond. On salue. Ce serait dommage, lui il résume finalement tout ça et c'est un peu la conclusion de ce débat. Ce serait dommage que ça se finisse en queue de poisson. Je trouve que George a apporté beaucoup à cette franchise, mais aussi comme, pas seulement sportif, mais aussi comme personne. Sa blessure lui a permis de devenir quelqu'un d'encore meilleur et je pense qu'il veut vraiment jouer le titre avec sa franchise dès la saison prochaine. Moi, j'y crois pas. Indiana qui joue le titre, non? Non, moi, j'y crois pas. Je pense que Paul George, ça y est, petit à petit, au fur et à mesure des semaines, il est ailleurs. Et je pense que cet été, on pourrait assister à un trade.
Ouais, non, mais ça se tient pendant la draft, hein, par exemple. Non, ça se tient clairement, ton avis. Après, moi, je suis plutôt de son avis à lui, à dire, tu l'as dit, ils se sont aimés, c'est comme un couple. Tu peux peut-être tenter de se rabibocher et que ça marche. Ça marche très rarement, Il y a plus mais ça peut d'amour. marcher. Il y a eu un vrai Il n'y a plus d'amour entre Il n'y a eux. plus d'amour. Il y a eu un break, mais maintenant c'est uniquement sexuel entre les deux. Oula. Allez. Il y a encore les bons soirs. Hein. Il y a encore des bons soirs, apparemment. Et s'ils le disent, eux qui veillent nuit et jour. Le Celtic, Isaiah Thomas, souvenez-vous, pendant le All-Star Game, il avait complètement foiré un de ses dunks. Alors sur son compte Instagram, il a voulu montrer à ses fans qu'il savait dunker le moulin à vent pour un joueur d'1 m Photo. 75. Incroyable. C'est comment Boum. Poto, c'est comment ça? Moi, je l'explique pas. En plus, c'est un vrai moulin, quoi. Vrai, Ouais, c'est ouais. pas une petite moulinette. Hein. C'est écrit propre. Propre de Boum, ouf. allez. Easy, mon gars, il le fait à peine tellement c'était simple. Merci Non, à lui. Vive Thomas. Yo. Thomas. Allez, c'est l'heure du top 5, non pas des meilleures blagues, mais celui des meilleurs duos d'intérieur du monde. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. LeBron James. LeBron James with the rejection. Les meilleurs duos d'intérieur de l'histoire de la NBA, c'est ce top 5 du jour qu'on vous propose, avec d'abord un clin d'œil pour Wax, car on va du côté des Pistons, direction Détroit, pour vous parler de Rashid Wallace et Ben Wallace. C'est vrai qu'ils ont marqué les années 90-2000, surtout 2000, ouais, surtout 2000, 2000, fin avec 2000 surtout. Milieu des années 2000. J'ai voulu revenir trop loin, là, mais on est en Non, mais 2017. c'est vrai que Rachid Wallace, ça a marqué les années 90. Non, mais bon, bref, de toute façon. Et donc ce Les années duo, 2000. c'était fou, c'était la folie, c'était la folie. C'était le retour des Bad Boys. Mais comme Thomas dit, alors c'était effectivement Bad Boys, très dur au mal, gros Attends, tu vas défenseur. prendre ma phrase alors que je l'ai même pas dit. Allez, vas-y. Non, mais attends, vas-y-le maintenant. Non. Je sais pas ce que t'allais dire. Je t'en prie, mais ces deux mecs-là n'étaient pas les premières options de leur équipe. Ah oui, si, ça, je l'ai déjà dit, C'était ouais. un socle, c'était leur socle défensif, c'était l'âme aussi, notamment Wallace. pour Rashid Wallace dans la gouaille, c'était l'âme défensif pour Ben Wallace qui comblait toutes les brèches dans toutes les aides et tout, mais c'était pas eux les premières options. Offensif, Ben Wallace était, je te dire, le gros défenseur à la base, et Rashid Wallace Il a fallu le prouver. est venu mettre la dernière place d'un puzzle qui était déjà joli. Ouais, on est d'accord, hein, c'est un duo hyper important pour nous, nos années, hein, finalement, les années 2000. On se souvient de la finale contre les Lakers où c'est extraordinaire. Ils font quand même 4 finales de conférence de suite après l'arrivée de Rashid Wallace le jour de la trade deadline d'Atlanta. C'est quand même dingue de se dire ça. Non, mais et moi je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que la première option et sur qui se basait surtout le système offensif, c'était Chauncey Billups d'ailleurs qui a été MVP des finales. C'était aucun des deux Wallace. Puis Rippey Hamilton dont on a parlé tout à l'heure, qui lui était, en fait, tu vois, c'est un peu comme les Clippers aujourd'hui avec JJ Redick. Les meilleurs joueurs sont clairement Chris Paul et Blake Griffin, mais quand tu vois des systèmes en place, c'est toujours pour JJ Redick avec les petits écrans, et ensuite il y a des ouvertures et du pick and roll évidemment pour Chauncey Billups avec Rachid et tout ça. Donc voilà, donc ils sont très importants, ils sont marquants même, on se souvient tous d'eux, mais c'est pas les premières options. Et d'ailleurs, on va voir par la suite des trucs, et je vais te laisser la transition, qu'on va voir qu'au niveau statistique, il y a des duos qui ont fourni bien plus que ça. Poto, le tour à justement. 6,6 points, faut arrêter aussi. C'est là-dessus que je voulais conclure, c'est que sans avoir d'énormes statistiques, ils ont marqué leur empreinte. Ah oui, mais d'histoire. parce qu'ils étaient dans une équipe archi défensive, et là, pour le coup, ils s'y sont retrouvés complètement. Si tu avais mis Ben Wallace dans une équipe où ça joue l'attaque à foison, il se serait complètement perdu. Juste Là, vite fait, là, c'était quand c'est même une grosse machine à victoire. Hein. Je regarde la 54 victoires, une saison à 64 victoires en saison régulière et que des finales de conférence et deux finales NBA. Donc ça a quand même marqué, tout le monde se souviendra des Detroit Pistons de 2003 à 2004 et tout ça. Est-ce qu'on se souviendra autant des Hornets avec Zoe Morning et Larry Johnson qui ne se sont pas quittés en bons termes, mais ils formaient un... Ils se sont même retrouvés après en playoff avec deux équipes différentes et ils se sont bien foutus sur la gueule. Vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les Hornets font le buzz avec ce logo et ce maillot turquoise. Et puis surtout, ils arrivent à créer... Il y a un meneur nain, mais ils arrivent surtout à avoir une paire d'intérieur de braves mutants. Larry Johnson, poste 4, sur-gaillard avant ses problèmes de dos, qui imitait des bons petits tomards bien énervés, et Alonzo Mourning qui était un pivot formé à Georgetown, plein de fondamentaux, bien défensif aussi. C'était une belle paire. Par contre, ils se sont jamais entendus, malheureusement pour les Hornets. Et à l'époque, déjà, c'était compliqué aussi sur le terrain ensemble, ou ça s'est Non, ça s'est justement, corsé ça a matché. C'est une équipe qui a matché. Erwan l'a dit, il y a eu une hype autour. Alors pour le maillot, le parquet, on se souvient avec le gros machin, le gros bourdon, le frelon, bourdon, ouais. Le gros frelon sur la truc, tout le monde s'en souvient, c'était les images flashy des années 90. Non, c'est une équipe que tout le monde adorait, et tu l'as dit, The Morning, on a tous souvenir de lui, défenseur, se prendre des tomards dans la gueule par Vince Carter, backup du Shaq. Ouais, mais sur son retour, ouais. même. Backup du Shaq sur le titre en 2006, ce genre de trucs-là. Mais The Morning, c'était un vrai joueur. Quand je vois ses stats,
Dès qu'il est rookie, il est à 20 points, mon gars. C'est un truc de fou sur les 3 premières saisons. Et ce qui est dingue, c'est que The Morning arrive, il est rookie et Larry Johnson pareil. Et en fait, tu sais, il y a une saison où l'un est All-Star, la saison d'après, l'autre All-Star, la saison d'après, ils sont tous les deux All-Star. Donc voilà, ça c'était un duo d'intérieur très important. Mais je te dis, ça a explosé entre eux. Ils ont dû se séparer d'abord de Larry Johnson Ouais. et ensuite de The Morning, il me semble, Ouais. ou l'inverse, je sais Non, plus. non, J'ai c'est un petit Johnson. doute, donc c'est ça. Et puis ils n'ont jamais fait plus loin que les demi-finales de conf, mais avec du temps et peut-être en construisant un petit peu plus autour, ils auraient pu faire beaucoup de dégâts. Petite info, il y avait le père de Steph Oh, Curry. j'allais qui dire jouait la même avec eux. chose. Quelle connexion. Toc, ça t'apprendra à venir mettre 5 buts au Vélodrome. Donc tu n'as pas fini ta phrase par contre. Si, Il y si, avait c'était le père de Steph Curry. père de Steph Curry qui jouait avec eux, Del Curry, qui jouait à Hornets. Exactement. On salue Del qui nous regarde, bien sûr. Allez, du côté du top 5 donc, de ces meilleurs intérieurs de l'histoire, bien avant Joel Embiid aux Sixers, il y a eu 2 grands intérieurs également. Un duo magique, Charles Barkley, Moses Malone. Ah ouais. Alors, Là aussi, ça a il fourni. y avait du level. C'est la fourniture là. Ça a fourni. Alors, punaise. Barkley. Ça c'est de la coupe de cheveux que j'aime. Regarde, Moses, tonton. Je crois que Barkley arrive alors que les Sixers commencent un petit peu à vieillir. Ces Sixers qui avaient été champions en 83 avec Moses Malone, MVP des finales. Et Dr. J. Et Dr. J, évidemment. Et donc là, regardez ce duo d'intérieur, donc poste 5, Moses Malone, énorme rebondeur et scoreur sur beaucoup de rebonds offensifs et Belle beaucoup sudation d'intensité. également. Et Charles ouais, Barkley, belle regardez, quand même une sudation. paire d'intérieur, ça fournit terrible, quoi. Plus de 11,5 rebonds chacun, plus de 20 points. C'était une énorme paire d'intérieur, mais malheureusement, Moses Malone après est parti et Barkley va galérer avec les Sixers avant de rebondir chez les Suns. Ce qui est dingue, c'est que donc on l'a dit, ils sont champions en 83, en 84, ils vont chercher donc Charles Barkley à la draft, la même draft que Michael Jordan. Et au début, il y a encore Dr. J qui est bon, qui a plus de 20 points. Et puis dès la saison d'après, dès la saison sophomore, ils sont 2 joueurs à tourner à plus de 20 points et 10 rebonds. Et Dr. J, parce que Dr. J, même vieux, il tourne à 18 points, hein, c'est une légende forcément. Et finalement, voilà, en fait, tu te dis qu'avec ces 3 mecs-là, même s'il y a passation de pouvoir, même s'ils sont en fin de truc, ils auraient peut-être pu aller chercher à avoir de grands espoirs de titres et tout ça. Tous les 3. Parmi les meilleurs intérieurs de l'histoire, on est obligé de parler des premières tours jumelles, celle de Houston, Hakeem Olajuwon, Ralph Sampson, pivot nigérien de 2,15 m. C'était le milieu des années 80, là aussi. c'est les vrais Toon C'est Towers. les vraies C'était- premières tours jumelles, ouais, avant Duncan Robinson qu'on verra par la suite. Là, tu avais 2 grands steaks, forts attaquants, forts défenseurs, surtout Hakeem Olajuwon évidemment. C'était quand même pour l'époque assez incroyable. Allez voir les matchs, vous Hall of trouvez ça Famer. pareil sur YouTube, les 2 évidemment Hall of Famer. Ralph Sampson, petit bémol, beaucoup de blessures, ça leur a certainement, Au bout d'un certain temps. ça les a un petit peu gênés, mais c'était quand même des mecs qui font des finales et qui perdent en finale contre Boston, mais qui étaient pas loin du titre quoi avec ces 2 tours jumelles. Donc là, ils sont en finale en 86 et donc ils sont encore très jeunes parce que pareil, C'est les Hakeem débuts, ouais. 84, l'autre c'est 83, donc ils sont très très jeunes et c'était surtout un duo de pivots. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à Cousins et par rapport à Anthony Davis qui sont 3-4. Là, on parle de 2 postes 5. Donc Ralph Sampson pouvait jouer 4 se décaler parce qu'Hakeem pour le coup était vraiment un poste 5. Mais ces 2 pivots dominants des 2 côtés du terrain à 2,15 et 2,20. C'est pas un mec de 2,8 genre The Morning, tu vois, c'est un truc de fou. Et qui ont réussi à dominer évidemment les problèmes de blessures que l'on connaît de Sampson, qui ont foutu en l'air cette belle équipe en devenir. C'est belle promesse du début belle chez les promesse. Rockets. Ouais. D'ailleurs, et cette finale perdue, Hakeem Olajuwon, il va l'avoir longtemps Ouais. ici jusqu'à qu'il gagne qu'il fasse un back-to-back. Contre qui il perd 94 contre Boston. Ah oui, bien joué. Ils sont bons. Non, mais c'est toujours des petits pièges. Et non, Ah, ils sont il l'a bons, vu. ils sont bons. Il l'a Et vu. d'autres tours jumelles, elles, ont été championnes. Les seuls Elles, finalement. Eh ouais, les seuls de la liste, ensemble. Non, Bon. parce qu'il y a Wallace et les 2 Wallace. Ouais, mais ça compte pas ça. Mais qui n'ont pas le même impact. mais qui n'ont pas le même impact. Oui, c'est clair. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est d'autres seuls- buildings. Les seuls finalistes et MVP des finales. Allez, boum. David C'est bon, ça te va Robinson, Tim Duncan, les beaux jours, mais ce sont toujours de beaux jours. On a Ouais. l'impression que les beaux jours des Spurs, c'est un peu toute la vie. Tu Mais m'étonnes. regardez-les, David Robinson, Tim Duncan, avec des stats magnifiques, 2 fois champions ensemble. Que dire, c'est la magie de la NBA, ces deux-là. C'est la magie, mais c'est aussi Mais sans le marketing. c'est aussi l'intelligence et le beau geste de David Robinson qui a su laisser. Lui qui était quand même MVP 94, lui qui était le leader depuis des années de cette équipe, qui avait arrivé ce petit jeune et très vite il a dit toi, c'est toi le numéro 1. C'est ça que je voulais dire, Moi, c'est qu'il y a eu une je me mets en intelligence soldat. incroyable. Quand je voulais dire sans le marketing, ça voulait dire surtout, avant tout, ils ont laissé le jeu. David Robinson a été grand seigneur et on s'imagine très peu aujourd'hui des gestes comme ça venant C'est vrai. de basketteurs, de footballeurs professionnels, peu importe. Mais Après, il était en fin de carrière aussi. Il s'était quand même, et je crois qu'il avait quand même aussi. Il fallait qu'il gagne. On se souvient, Voilà. on se souvient quand même de ces finales de conf face à Hakeem Olajuwon où il s'est fait casser la gueule. il s'était fait bien démonter Ah et tout. ouais. Je pense qu'il Il a avait compris. compris aussi que seul
Après, C'était dur. C'est pour lui. évidemment la grande intelligence de cette franchise, parce que Propovic arrive en même temps que Duncan, et c'est l'énorme intelligence de l'ensemble de cette franchise de dire on a David Robinson donc, qui était blessé la saison juste avant, et George Gervin qui est là. C'est pour ça qu'il récupère. Ils ont le choix numéro 1. En fait, c'est un peu une Comment ça, surprise. George parce que- Gervin. C'est pas George Gervin George Gervin. C'est Dominic Wilkins. Oh, trop bizarre dans ma tête. Tu sais que je George voyais Gervin, Wilkins. il est à la retraite Attends, depuis tu sais que longtemps, je chef, pensais hein. à lui. Trop bizarre. Donc voilà, donc avec Do Wilkins, ils vont récupérer ce premier choix de draft. Il arrive et il est encore poste 5-4. C'est pas encore déterminé. Ils arrivent à jouer ensemble dès la première saison. Il faut savoir que quand même Duncan tourne à 20 et 10 dès sa saison rookie et champion et MVP des finales dès sa saison sophomore. Donc tu as quand même deux mecs puissants, très forts. Certes, il y en a un qui est un peu en fin de parcours, mais honnête quand on voit ses stats, et qui vont quand même aller chercher 2 titres ensemble, et ça. Donc ça, peut-être que bravo. c'était plus facile à imposer à David Robinson, un gaillard aussi Non, mais fort. c'est- non, Non, mais pas surtout, forcément. souviens-toi des finales contre New York et même contre le parcours quand il gagne après contre New Jersey. C'est le premier titre d'ailleurs de Tony Parker en 2001. C'est un 2003. C'est un enfer à défendre. Oui, 2001 c'est les Lakers. C'est un enfer à défendre les deux. C'est honnêtement, et en plus à l'époque, c'est pas le Spurs basketball d'aujourd'hui. C'est beaucoup de post-up et tout. Et honnêtement, les deux sont plutôt de bons passeurs. On l'oublie, David Robinson avait plutôt un sens du Et jeu forts aiguisé, défenseurs tous les deux. fort défenseur les deux. C'est attaquer les deux et défendre les deux. C'était un véritable enfer à l'époque en NBA. Pas de parallèle possible avec Cousins Davis. Complètement différent. Les autres vont beaucoup plus au large, beaucoup plus déliés. En attaque, ont une panelle peut-être un peu plus large à l'extérieur. Par contre, en post-up, ils ont dû. Et techniquement, et aussi sur l'aura, faut pas oublier que David Robinson, tu l'as dit, c'était un MVP. Anthony Davis n'a jamais été MVP, n'a jamais été proche de l'être jusqu'à présent. C'était dans une équipe. Il est très jeune. Mais bien sûr, mais c'était déjà une équipe qui gagnait des matchs, Voilà, c'est ça. qui espérait le titre, voilà, qui avait des Evening. espoirs de titre. Là aujourd'hui, c'est comparable parce que c'est deux très forts joueurs meilleurs sur leurs postes respectifs. Mais il n'empêche que les deux là, ils ont réussi à s'emboîter comme ça très rapidement. Non mais ça a cliqué. Non mais les mecs, on peut pas. Non mais tu vois, tranquille, de manière amicale. Je pense que sportive. de tous les duos qu'on a vus, voilà, ils doivent vraiment s'inspirer de ces deux-là parce que c'est vrai que c'est des 4-5 tous les deux. Donc ça se rapproche beaucoup proche du panier, ça se rapproche pas mal moderne. Souhaitons-leur un Popovic à la tête de tout ça. Bah, la prochaine, Alvin Gentry, c'est compliqué. Hein. C'est clair. Alvin Gentry qui va peut-être reprendre Bourg-en-Bresse l'année prochaine. Bourg-en-Bresse, un cadeau. Mais ils sont pas très chauds en fait. Et je les comprends. Allez, c'est l'heure des tops, des flops, c'est l'heure du All-Star, pas All-Star. In overtime, and Michael has the ball, again guarded by Sean Marion. The fadeaway. On commence par les bonnes nouvelles, les All-Stars, les tops de la semaine avec toi, Erwan. Allez, moi j'en ai deux, je vais aller vite. Mon All-Star, il n'est pas en NBA, il est pas en France, il est en Turquie, mais il est français. C'est Thomas Jackson. Non, on aurait pu dire aussi Louis Jackson qui cartonne en Espagne. C'est Thomas Hurtel qui a été élu MVP de l'Euroleague du mois de février. C'est une belle performance quand même pour lui Colossal, avec l'Anadolu Efes. Vrai Voilà. gars. Vrai gars. Et mon deuxième All-Star, j'en ai deux, c'est Habib Bey qui a été de loin le meilleur Marseillais hier soir. Habib, si tu me regardes, tu m'as régalé, vraiment. Paul Le Guen en bégaye encore. Moi, on me demande d'analyser les matchs, peut-être pas. Merci Habib. Oh la vache. Calme. Je t'adresse Tu as sauvé mon dimanche soir. Je t'adresse une technique, c'est complètement hors sujet, on coupera ouais, je au suis d'accord. montage, bien sûr. Mais c'est hors de question. On n'est pas dans le first talk foot ici. Pardon. Tu te calmes. On en parlera vendredi peut-être. Les tops. Moi, mon top cette semaine, c'est Russell Westbrook. Parce que Russell Westbrook, décrié à juste titre sur plein de plans, le mec vient d'enregistrer son 29e triple-double à 41 points, 11 passes, 11 rebonds, 9 pertes de balles. Mais vas-y, on s'en fout. Et la victoire. Même sur NBA 2K, j'y arrive pas. Mais non, mais c'est franchement, Russell Westbrook, bravo. Bravo à Russell Westbrook, même si ça s'est arrêté aujourd'hui. Tu joues à la c'est souris sur incroyable. NBA 2K. Ça peut Avec pas le relouer. clavier, Avec le je suis sur clavier. PC. Ah là là. Avec les flèches, Donc c'est voilà. galère. Les joueurs, ils vont que droit. Il n'y a pas de diagonale. Donc bravo Russell Westbrook, extraordinaire. 4e triple-double de la saison avec plus de 40 points marqués. C'est une performance extraordinaire. All-Star, pas All-Star. Alors, c'est le moment aussi des flops. Donc, on ne parle pas de l'OM. Non, Tu as promis. le droit de. Non, moi, mon All Star, et ça va surprendre un petit peu, on en a parlé tout à l'heure, c'est les Boston Celtics. Je crois qu'ils ont fait une énorme erreur de ne pas se mettre sur un pivot. Alors, pas des Marcus Cousins, ok, mais il y en a d'autres de pivots dans la ligue. Quelqu'un, en tout cas. En plus, quand tu as des mecs qui scorent autour comme ça, et quand tu as un poste 4 comme Al Ford qui met aussi des paniers, qui est intelligent, tu peux avoir un mec dans un registre très particulier. Il y en a en NBA, il y en avait sur le marché, ils auraient dû se mettre dessus, et je crois que ça va leur coup. Voilà, on va se retrouver encore une fois avec dans Boston l'eau, qui va se playoff. voilà, 4-2 ou 4-1, dommage, ils ont fait une belle saison, et ils ont perdu contre LeBron James. Et ça me gêne un peu. Après, Vas-y. peut-être qu'on va aller trop vite et que c'est une évolution finalement Peut-être. de Boston qui Ça, va se faire sur. Peut-être, mais quand le ça va- vaudra c'est- un bon c'est débat bien, avant les playoffs. c'est bien Ah ouais. quand le train passe de le prendre aussi en marche. Il y avait un coup à jouer.
Quand tu parlais de pivot comme ça, un peu méconnu, Deadmon qui est aujourd'hui aux Spurs dans le 5, et même Pogazol qui revient de sa ferait un blessure. bien incroyable à une C'est équipe le comme Boston. prototype de mec qui ne demande rien, qui ne coûte pratiquement rien et qui va être performant directement sur un poste hyper important en NBA, le contre, le physique et les tomards dans la gueule pour me faire kiffer. Beau flop. Un Autre autre flop, mec autre qui lui flop. rendait des services à Boston, c'est Rudy Gobert. Rudy Gobert qui a pris 25 000 boules d'amende parce qu'il a poussé vite fait un... Mais c'est pas un flop. C'est pas un flop, si, il a pris 25 000 boules, Ça gros. fait plaisir. Enfin, moi, dans 25 000... Ça montre qu'il pèse, c'est c'est cadeau. un flop, hein. Moi, je te dis que si je dois prendre 25 000 pour avoir touché à Alors- l'arbitre, je lui fais pas ça. Ah ouais, c'est je pense clair. que- C'est clair. Donc il a pris 25 000 parce qu'il n'était pas content d'une décision sur un end-one de C'est comme un euro de pour toi. Giannis. De Giannis, on l'a dit la semaine dernière, 20 000 c'est chaud quand même. Giannis met un end-one, Grande difficulté. mais un end-one et derrière il va voir l'arbitre un peu véhément, mais rien, aucun mauvais geste. Il le touche un peu, mais en NBA, Juan, tu ne touches pas aux arbitres, tant mieux. Comme en Ligue 1. Attention à son comportement, Rudy, ses déclarations, il commence à aller toucher les arbitres. Il commence à être Non mais, touché, tu vois ce que je veux dire. Concentre-toi sur toi, il est très bien en ce moment, son équipe cartonne. D'ailleurs, le Jazz, on aurait pu en mettre aussi un All-Star qui marche très fort. Reste concentré sur ton basket, le reste t'appartient, t'inquiète pas, va pas commencer dans tes Il veut se faire délires là. respecter, c'est une star, ça y est. Mais non, justement. Non. En devenir, t'as pas besoin d'aller toucher les arbitres. Enfin, Mets reste- des comptes, mets des dunks, voilà, c'est tout ce c'est qu'on te ça. demande. Tu gagnes des matchs et tout. Le respect, tu vas le gagner parce que tu fais sur le terrain, pas avec blablabla. C'est nous qui blablabla. Et d'ailleurs, on n'aura jamais de respect. Nous, blablabla, et notamment toute la semaine sur les chaînes de la First Team, les émissions de la First Team. On rappelle le programme, il y aura le First Show ce jeudi, comme d'habitude, ça va être son et lumière. Il y aura étincelles, il y aura des paillettes, des strass, tout ce que vous voulez, parce que Stephen Brun sera de la partie avec les amis ici présents. Les coéquipiers sont de retour aussi du foot, de la partie foot. C'est chaque vendredi, en fin de journée, le First Talk Foot, épisode 3. On parlera bien sûr de toute l'actu foot en long, en large, en travers. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous voulez parler d'autres choses, parler d'autres actus. On est là pour ça, on réagit aux débats qui vous plaisent également. On vous fait réagir sur Twitter, sur Snapchat, sur Instagram, sur les sondages. N'hésitez pas aussi à envoyer vos vidéos, pourquoi pas en question sur nos réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'une fin de First Talk serait sans les remerciements, Erwan? Un OM-PSG où tu perds 5-1, donc ça veut dire Voilà, ça. ce serait un drame. Ça serait un drame. Allez, Polo, envoie la smoule. On va commencer avec notre ami Ben Pocket. Et tu sais que son petit cousin joue au foot. Pochettino. Ah ouais, eh bien, bravo. Et l'autre, non, ça n'a rien à voir avec mon ami Nicolas Lang qui joue à Lasvel, que je salue, qui nous regarde souvent. C'est Antonio Lang qui était un gros trash talker. Il n'avait pas la langue dans sa poche. Sacré Antonio. Avant de terminer, vous avez été très très nombreux à participer Oh, à punaise. nos différents concours, notamment pour ces poupluches, celle-là ou d'autres, bien sûr. Vous aviez juste à donner le nom des poupluches que vous désiriez sur les réseaux sociaux de la First Team. Et je crois que notre huissier de justice, Maître Nedjar, vient d'arriver dans les coulisses et il a tiré au sort. Tenez l'enveloppe, Ça vient d'arriver dans l'oreillette. On me dit que les noms nous ont été transmis. Non, c'est un petit papier qui vient d'arriver sous le bureau de Thomas avec les gagnants. Un gagnant sur YouTube, un sur Twitter, un sur Facebook. C'est pas merveilleux. Maître Vous aviez Léger a le choisi. choix avec plus de 90 possibilités juste sur la NBA, imaginez. Alors quand tu auras le foot, tu auras peut-être Marco Verratti. Sur YouTube, c'est Tim qui a gagné un Iverson. Je t'envoie un petit mail tout à l'heure. Tim. Ouais, Tim. Sur Twitter, il y a un mec qui s'appelle Adrien. Non, Lucas Labert. Il a gagné un petit LeBron. Bah, il est là Désolé, d'ailleurs. désolé, Adrien. Ce sera un autre. Et un dernier. Alors là, c'est Adrien Caron. Bravo Adrien. Sur Facebook, il a gagné un Rodman époque des Bulls qui a les cheveux verts. Ça déchire. Non, c'est cool. Et on salue Antoine Gadou qui nous regarde. oui, Antoine. Parce que je fais souvent des blagues sur On son aime père qui beaucoup. était un très grand joueur de proie et que j'ai eu la chance de côtoyer quand j'étais en centre de formation avec Paco Lola Biarritz. Donc il nous regarde et on le salue beaucoup, Antoine Gadou, et tu embrasseras fort ton père. Il a casé qu'il était en centre de formation. Tu peux nous en dire Non, on plus? s'en fout. Une autre fois. Ce sera l'occasion d'une interview exclusive Oui, dans voilà. les coulisses de la First Team Et si très on fait très plus de prochainement. 150 vues, les gars, super, mettez les pouces bleus. Allez, pour les posts. On vous dit à très vite sur les comptes de la First Team. Comme d'habitude, merci d'avoir été avec nous. On s'est régalé les gars. Bye.